Le président de l'Assemblée nationale au siège de deux partis politiques burkinabés de l'opposition avec les responsables de l'Union pour le progrès et le changement et du Congrès pour la démocratie et le progrès, Bala Alassane Sakandé, a évoqué la situation nationale. Des précisions à suivre en début de journal. La situation nationale est marquée entre autres par des actes d'insécurité dans certaines localités du Burkina Faso. Le gouvernement parle désormais d'une situation humanitaire préoccupante. En réponse, il vient de lancer ce jeudi un plan d'urgence à 2019. Nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux qui saisissent l'occasion pour s'offrir des cadeaux. Les amoureux et les amoureuses ont pris d'assaut les magasins de la place. On fera le constat au grand marché de Ouagadougou. À l'étranger, on reparle une fois de plus de l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016. Aux États-Unis, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump est acculé par la justice qui l'accuse de graves mensonges. On en parle en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, le président de l'Assemblée nationale au siège de l'Union pour le progrès et le changement, Bala Alassane Sakandé, et les premiers responsables de l'UPC, parti de l'opposition, ont échangé sur plusieurs questions portant sur la vie de la nation burkinabé. La rencontre qui a duré 1 heure environ s'est tenue ce matin. Des détails avec Abdelaziz Yagibou. En sa qualité de président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé prend ici langue avec les leaders de l'Union pour le changement et le progrès, UPC. Au cœur des échanges, la contribution des députés du parti à l'accomplissement des missions de l'Assemblée nationale. Auprès du président de l'UPC, chef de file de l'opposition, Alassane Bala Sakandé est aussi porteur d'une bonne nouvelle. Nous avons pris l'engagement au niveau de l'Assemblée nationale de diriger un siège pour le CEFOP parce que nous sommes partis, on a vu les conditions dans lesquelles le CEFOP travaille. L'UPC voit en cette démarche du président Sakandé une initiative qui concourt à l'enracinement de la démocratie au Burkina. C'est une marque de considération immense que je tiens d'abord à souligner et à saluer dans cette démarche tout à fait et profondément républicaine, empreinte donc de respect vis-à-vis donc de l'UPC, mais au-delà, c'est un signe de l'ensemble de l'opposition. C'est l'occasion pour moi d'abord en retour de lui présenter aussi les vœux les meilleurs de l'UPC. L'initiative qu'il a prise au niveau de l'Assemblée nationale de doter donc le CEFOP d'un nouveau siège, comme il l'a si bien dit. Ce n'est pas à la demande du CEFOP que cette décision a été prise, mais c'est sur l'initiative du président qu'il est et nous tenons à le saluer. Du siège de l'UPC cap sur le QG du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Là aussi, des entretiens d'environ 1 heure permettent à Alassane Bala Sakandé de donner son appréciation sur le rôle des députés du parti dans la vie de l'hémicycle. Nous avons pensé qu'il était de bon ton de venir voir les responsables du CDP pour leur rendre compte, en tout cas de la participation de leurs élus au niveau de l'Assemblée nationale. C'est également inviter les députés de ce parti à pouvoir continuer dans ce sens. Vous savez que nous sommes un parti d'opposition, nous sommes inscrits au CEFOP et nous avons apprécié également son esprit d'anticipation de vouloir construire le siège du CEFOP. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, mais nous voyons qu'il a un vrai esprit d'anticipation puisqu'ils savent qu'ils vont revenir au CEFOP en 2021. Ces visites marquent la première étape d'une série qui va conduire le président Sakandé dans les QG de 10 partis politiques qui siègent à l'hémicycle. Vous le savez déjà, les attaques terroristes et autres actes d'insécurité ont occasionné une situation humanitaire difficile pour le Burkina Faso. Pour y faire face, le gouvernement vient de lancer un plan d'urgence 2019. Ce plan a besoin de financement. Il a été présenté cet après-midi par le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. On en sait plus avec Roger Kam et Nathalie Sawadgo Nabaloum. Environ 55 milliards de francs CFA, c'est le besoin de financement pour faire face actuellement à la situation humanitaire qui prévaut au Burkina Faso. Selon les prévisions, environ 1 200 000 personnes auront besoin d'une assistance humanitaire au cours de l'année 2019. D'où cet appel du gouvernement pour soutenir son plan d'urgence. Au regard de l'intérêt que revêt ce plan d'urgence pour le Burkina Faso en ce moment, je lance un appel pressant à tous les partenaires techniques et financiers, au secteur privé, à la société civile, aux médias pour accompagner la mise en œuvre de ce plan.
Ce plan s'inscrit dans une réelle ambition de relever un certain nombre de défis liés à l'action humanitaire, à savoir une meilleure coordination pour plus d'efficacité dans la prise en charge des besoins, une approche holistique qui prend en compte toutes les problématiques dans la réponse d'urgence, la mobilisation des ressources conséquentes pour couvrir les besoins, un suivi des actions de tous les intervenants et une utilisation des allocations et ressources allouées, une capitalisation des résultats et des leçons apprises. D'ores et déjà, le gouvernement peut compter sur l'engagement de ses partenaires. Le système des Nations Unies et toute la communauté humanitaire sont mobilisés pour accompagner le gouvernement dans ses efforts pour une réponse urgente, globale et équitable. Ce faisant, nous veillons à ce que l'assistance soit ciblée, qu'elle soit apportée le plus rapidement possible et que la dignité de toutes les personnes concernées soit respectée. Il est à rappeler, si besoin est, que chaque acteur est tenu de respecter les normes et standards et surtout d'agir dans le respect des principes humanitaires. Selon Laurence Machal-Ilboudo, le gouvernement, à travers son département, s'engage pour la mise en œuvre effective du plan et entend assurer en toute responsabilité la coordination et le suivi des actions y afférentes. Dans l'actualité également, les partenaires du dialogue euro-africain sur la migration et le développement ont tenu une rencontre les 12 et 13 février dans la capitale burkinabé. Cette rencontre était consacrée au lancement de la mise en œuvre du plan d'action de Marrakech 2018-2020. Le Burkina Faso assure la présidence du dialogue euro-africain sur la migration et le développement. Jean-Eudes Bayala, Nathalie Sawargo, Nabaloum. Comment trouver des solutions concrètes et pérennes au phénomène de la migration? C'est tout le sens de cette réunion des partenaires du dialogue euro-africain sur la migration et le développement. Il procède au lancement de la mise en œuvre du plan d'action de Marrakech 2018-2020. Nous avons tenu à ce qu'à Ouagadougou, nous puissions lancer ce programme d'activité. Et Dieu merci, pendant les 2 jours, nous avons pu dialoguer, nous avons pu s'entendre et nous avons identifié des actions qui seront effectivement lancées et financées par le fonds, dont le fonds fiduciaire et bien d'autres fonds au niveau bilatéral. Ces actions identifiées se résument aux formations qui prennent en compte la composante police, la composante frontière et les activités au niveau de la diaspora. La rencontre de Ouagadougou est une occasion pour ses partenaires euro-africains d'échanger aussi sur les conclusions de la réunion des fonctionnaires de haut niveau tenue dans la Valette en novembre dernier. Je suis satisfait du fait que nous avons réussi à donner un contenu pratique. Nous avons établi un calendrier avec une série d'ateliers, une série d'actions qui devraient nous permettre de proposer des bonnes pratiques, d'identifier mieux des problèmes, qui devraient, je l'espère, dans les prochaines années, faire la différence sur le terrain, soulager la vie, protéger les migrants. Le dialogue va se poursuivre au niveau de Bruxelles pour tout formaliser au cours de l'année 2019. Au programme d'appui à la productivité agricole et à la sécurité alimentaire, l'heure est au bilan après 8 années de mise en œuvre. C'est un programme de la Banque mondiale qui a fait l'objet d'échanges ce 14 février à Ouagadougou. Des échanges pour évaluer les acquis de ce programme qui s'achève en novembre 2019. Roger Bembamba et Tanga Kafandou. À 8 mois de la clôture du PAPSA, le programme d'appui à la productivité agricole et à la sécurité alimentaire, la Banque mondiale et les acteurs du projet se concertent. À l'ordre du jour, faire le point de la mise en œuvre du projet et tirer les leçons des insuffisances. Les aspects sur lesquels nous allons travailler se rapportent principalement aux points pour lesquels les résultats ne sont pas encore totalement atteints. Donc, c'est les questions d'aménagement de sites de périmètres irrigués. C'est la question
de l'embouche bovine, sur les questions de production, l'amélioration de la production bétail-viande. Et c'est aussi les questions de passation de marché et qui plombent souvent les projets, notamment le PAPSA. Et la Banque mondiale se satisfait déjà de la contribution du projet dans l'atteinte de la sécurité alimentaire, tout en restant disposé à accompagner le secteur de l'agriculture au Burkina Faso. Quand on regarde au niveau de l'amélioration de rendement dans les sites de production, pour les céréales, nous sommes parfois à plus de 80% d'augmentation. Au niveau de la production de riz, le PAPSA a contribué à aménager plus de 10 000 hectares de bas-fonds. Et si vous faites la sommation, le PAPSA contribue actuellement à près de 10% de la production totale de riz du Burkina. La rencontre sera l'occasion non seulement de faire des recommandations pour pérenniser les acquis du projet, mais également pour penser à une alternative pour toujours soutenir les petits producteurs. Et on apprend que plus de 11 000 micro-projets seront financés dans le cadre du programme d'autonomisation des jeunes et des femmes. Et pour cette édition, la priorité est donnée aux projets orientés vers la transformation des produits locaux, l'agriculture, l'élevage et le commerce. La liste des bénéficiaires sera publiée demain, mais en attendant, l'équipe de coordination était face à la presse ce jeudi. Des précisions avec Draman Dadia. Pour une enveloppe de 5 milliards 100 millions de francs CFA pour le compte de la deuxième année du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. 11 049 micro-projets sont retenus pour financement, contre 11 057 l'année précédente. L'équipe de coordination en parle à la presse à 24 heures de la publication de la liste des bénéficiaires. Nous avons reçu plus de 86 000 dossiers et ensuite nous avons mis en place des comités de sélection qui ont sélectionné en fonction de l'enveloppe 11 049 micro-projets, dont plus de 60% portés par les femmes. La publication des résultats se fera dès ce vendredi par SMS et par affichage dans les différents lieux de dépôt des dossiers. Priorité accordée aux projets relatifs à la transformation des produits locaux, à l'agriculture et à l'élevage en attendant la phase entretien. Nous allons chercher à savoir où ils vont implanter leurs micro-projets. Ensuite, nous allons nous assurer que le montant accordé rencontre leur approbation. Ensuite, on va tester leur disponibilité et leur sérieux à mener l'activité pour laquelle ils ont eu le financement. Pour un taux d'intérêt allant de 1 à 2% en fonction des montants et 0% pour les personnes en situation de handicap. C'est un prêt accordé par l'État et remboursable en 36 mois avec un différé de 6 mois. La formation des jeunes et des femmes en matière de création d'entreprises fait également partie des priorités des collectivités territoriales. L'accent est mis notamment sur les expériences locales pour accompagner les initiatives des jeunes et des femmes. Le sujet est au centre d'un atelier organisé par la cellule d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. Paul-David Bambara et Maïmouna Traoré. La cellule d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne veut prendre en compte la question des jeunes dans le processus de développement des collectivités locales au Burkina Faso. Cette rencontre qui réunit les différents acteurs de la décentralisation est un cadre d'échange et de partage d'expériences. Les participants vont échanger sur les mécanismes de promotion de l'emploi des jeunes et le rôle des collectivités territoriales en matière de promotion de la jeunesse. L'objectif est de faire des jeunes de véritables acteurs du développement local. La jeunesse dans notre pays, vous le savez, représente vraiment une majeure partie du pays. Donc cette jeunesse doit être accompagnée pour permettre leur meilleure insertion dans tous les secteurs économiques de notre pays. Cette initiative est financée par la coopération suisse pour le développement. Elle entend associer les jeunes dans les actions de développement socio-économique des collectivités locales. Nous avons souhaité qu'à travers ce programme, nous puissions interpeller les maires, les collectivités pour une prise en compte plus explicite de
toute cette jeunesse. Les recommandations issues de cette rencontre devraient favoriser la prise en compte des attentes des jeunes dans la mise en œuvre des actions de développement. Intéressons-nous à présent au projet dénommé Un seul monde sans fin porté par l'ONG Konrad Adenauer. Dans le cadre de ce projet, les acteurs impliqués dans la lutte contre l'insécurité alimentaire ont suivi une formation le 12 février dernier à Ouagadougou. La formation a porté sur les techniques de plaidoyer et de lobbying pour faire de la sécurité alimentaire une réalité. Yacouba Gamene, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Les acteurs des ONG œuvrant aux côtés du projet Un seul monde sans fin de l'ONG Konrad Adenauer dans le domaine de la sécurité alimentaire réunis à Ouagadougou. Ensemble, ils vont pendant 48 heures échanger leurs expériences dans le domaine des techniques de défense des intérêts et de lobbying en matière de sécurité alimentaire, mais aussi capitaliser ces expériences pour les mettre à la disposition d'autres structures. Notre projet est un projet qui a pour but la prévention des crises alimentaires à travers la promotion des principes de bonne gouvernance. Qui dit bonne gouvernance parle aussi de dialogue entre les acteurs publics et privés dans le domaine de la sécurité alimentaire. Un des instruments du dialogue pour nous, c'est le plaidoyer. C'est ce qui justifie la présente session de formation des ONG sur les techniques de plaidoyer et de lobbying dans le domaine de la sécurité alimentaire. La Chambre nationale de l'agriculture, partenaire du projet Un monde sans fin, attend beaucoup de ces échanges. Nous élaborons à tout moment des documents de plaidoyer à l'endroit du pouvoir public afin de pouvoir régler un certain nombre de problématiques que nous avons au niveau du secteur agricole. Et aujourd'hui, nous sommes en phase avec ces thèmes. Le projet Un monde sans fin est un projet sous-régional mis en œuvre dans 3 pays que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il vise entre autres à instaurer un dialogue entre acteurs publics et privés de la sécurité alimentaire à travers des actions de plaidoyer, mais aussi permettre au gouvernement, autorités locales des régions frontalières de disposer des capacités accrues pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations. Dans l'actualité ce soir, nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin ou la fête des amoureux. C'est une fête qui est entrée dans les habitudes de certains Burkinabés qui en profitent pour s'offrir des cadeaux. Chaque amoureux ou amoureuse y va de son choix et cela donne une ambiance particulière dans les marchés et les grandes boutiques. On fait le constat au grand marché de Ouagadougou dans ce reportage de Nongba Kouda et Viviane Tsendrebego. Des roses et d'autres fleurs, des peluches, des sacs à main, des bijoux. Bref, il y a beaucoup de cadeaux pour être au rendez-vous de la célébration de l'amour. Je suis venu en ce jour spécial chercher des cadeaux pour les femmes de ma vie, si je peux le dire ainsi. Selon moi, je trouve en fait que c'est un jour pour célébrer l'amour. Autre point de vente, autre réalité. Ici, la responsable s'active pour honorer les commandes venant de partout. Malgré la situation économique difficile, les marchands affirment qu'ils font de bonnes affaires. On a des prix à partir de 500 francs CFA pour des fleurs, donc pour pouvoir satisfaire tout le monde. Je dirais que vraiment cette année, on a eu beaucoup de femmes par rapport aux autres années. Chez nous ici, c'est les chaînes. Il y a des décorations aussi, les fleurs, il y a tout. Il y a tout. Il y a les sacs aussi, les sacs à main. Et les gens payent, il y a les tableaux. Sur la Saint-Valentin, les points de vue sont divergents. Tous les jours, c'est la Saint-Valentin pour moi. Donc, je ne vois pas sa raison d'être parce que j'exprime mon amour envers mon mari tous les jours. La célébration de la Saint-Valentin remonte au IIIe siècle. Et voici l'histoire. L'empereur romain Claude II avait interdit le mariage des jeunes hommes puisque ce mariage les dispensait du service militaire. Le moine Valentin de Terni transgressa la loi en mariant plusieurs couples clandestinement. Pour cela, il fut décapité un 14 février. Ce sont ces actions qui lui ont valu d'être déclaré patron des amoureux.
Et pour séduire et rester avec l'être aimé, certaines femmes ne lésinent pas sur les moyens. L'offre en produits de séduction est également importante sur les marchés de la place. Font partie de ces produits les plantes et autres senteurs utilisées par bon nombre de femmes. Constat à Bobo Dioulasso avec Hassan Kourabou et Mireille Carola Tougouma. Bienvenue au palais de la séduction. Pour plaire à leur conjoint, certaines femmes ont plus d'un tour dans leur sac. Des herbes, de l'encens, tout pour plaire, c'est la devise ici. On a ça qu'on appelle Ousoula. Ça là on appelle Moussoyirini. C'est pour les femmes. En français c'est l'arbre des femmes. Moussoyirini, c'est l'arbre des femmes. Ça là c'est 4 côtés. On appelle ça 4 côtés. Ça là c'est gongolili. Tu peux mettre tout dans la même casserole et puis la nuit avant de te coucher, tu bois. Ça fait que ton mari est pressé même de rentrer à la maison. Et la boutique de Dame Ouedraogo ne désemplit pas. Une panoplie d'accessoires de beauté à la disposition des clientes pour plus de sensualité. On appelle ça pendeli en djoula. Mais en français, c'est petit pain qu'on attache pour dormir. Ça attire les hommes. Si tu attaches ça la nuit, mets baya dessus. Comme, oui, exemple, comme ça, là, il y a noir dedans. Tu peux attacher ça. Dormir. Si le monsieur rentre voir ça, même s'il voulait sortir, il ne sort pas, il rentre. C'est ça. Donc s'il rentre maintenant, avec le Woussounan, si on a mis le Woussounan là, odeur la même tue ton mari pour venir vers toi. Même s'il est dehors là, donc il va sentir, il y a une odeur que j'entends. Il n'y en a pas là-bas, il va rentrer. Parce qu'il y a toujours odeur là à la maison. Donc je vais mettre ça là. Je vais mettre mon baya, je me couche au lit, je vais éteindre la lumière. C'est la lumière que de baya là que mon mari va sentir que sa femme est au lit. Et puis la nuit, il n'y a pas de problème. Si je fais ça là, oh là là. L'art de la séduction s'apprend et se transmet de génération en génération selon notre interlocutrice. Et chaque femme doit avoir plusieurs cordes à son arc pour séduire son homme. Ça, avant que notre grand-mère fait. Donc, et il nous a montré, notre maman aussi nous a montré. C'est ça, nous aussi, on continue. Même notre enfant, on va montrer. Les femmes qui veulent séduire leur homme sont nos clientes. Il y a de jeunes filles, de jeunes femmes et même des femmes d'un âge avancé. Chacune vient en fonction de ses besoins. Au grand marché de Bobo Dioulasso, tout comme dans les petits marchés de la ville, des surfaces entières sont réservées à ce qu'on pourrait appeler les secrets de femmes. Des secrets qui, pour certains, sont tirés des traditions africaines et qui se conservent plutôt bien. Tous les moyens sont bons en matière d'amour. Autre point de l'actualité, une enveloppe financière de 100 millions de francs CFA pour soutenir l'organisation du FESPACO 2019. Le geste est de la Loterie nationale burkinabé qui traduit en acte concret son engagement à soutenir le cinéma et la culture. La signature de la convention de financement entre la LONAB et le FESPACO est intervenue ce 14 février. Urbain Benito Somé, Iniwalko Janine Kambiri. Les signatures apposées par le président du conseil d'administration de la LONAB et celui du FESPACO, l'échange des parapheurs matérialise ainsi la convention de 100 millions de francs CFA entre les deux structures. 100 millions injectés dans l'organisation de la 26e édition du FESPACO qui se tiendra du 23 février au 2 mars prochain. Cette fois-ci, le slogan de la LONAB devient « Les lots aux gagnants et les bénéfices au cinéma ». Nous sommes donc en phase avec notre mission régalienne et cela aussi s'inscrit dans le cadre aussi de la mise en œuvre de notre plan stratégique qui donne une place de choix et à la question, à la promotion de la culture. Entre la LONAB et le FESPACO, c'est un partenariat qui dure depuis des décennies. Cette année où le FESPACO célèbre son cinquantenaire, il était de bon ton que les partenaires habituels se mobilisent davantage et la contribution de la LONAB vient à point nommé. L'appui de la LONAB s'inscrit dans la dynamique d'accompagnement pour la mise en place
de ces industries, en termes d'apport pour soutenir vraiment des mécanismes de financement de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel dont le FESPACO en fait partie en tant que structure émérite en matière de promotion des produits du cinéma. Et pour toujours contribuer au rayonnement du FESPACO, cette année encore, la LONABE prévoit un prix spécial dénommé Prix de la Chance qui sera octroyé à un court-métrage. Et c'est dans exactement 9 jours que s'ouvre la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La Fondation Joseph Kizerbo ne compte pas rester en marge de l'événement. Pendant le FESPACO, elle va présenter le 8e livre posthume de Joseph Kizerbo et organiser une exposition sur les héros du panafricanisme. L'initiative a été expliquée à la presse ce jeudi. Issa Kafando, Estelle Judith Assorba. Et héros du panafricanisme, devoir de mémoire, vision et engagement est le 8e livre posthume de Joseph Kizerbo. Il sera présenté au public et aux festivaliers à l'occasion de la 26e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Une manière pour elle de contribuer à la commémoration de cet événement. Dans cette parution figurent les écrits de feu Joseph Kizerbo, des écrits sur des personnalités qu'il considère comme étant les grands hommes africains. Amadou Ampateba, Léopold Sédar Senghor, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Aimé Césaire, Awa Keïta, pour ne citer que ceux-ci, à qui il rend hommage. Nous voulions marquer ce moment-là pour réassumer notre passé, l'investir dans le présent pour un avenir meilleur. Parce que l'idéal panafricaniste demeure et nous devons répondre à l'interpellation question de Joseph Kizerbo, à quand l'Afrique? Les différentes figures que présente le livre sont extrêmement importantes et je pense que pour les plus jeunes, ce serait bien de voir des films sur Senghor, sur Aimé Césaire, parce qu'on est souvent un peu déconnecté de cette histoire-là. Et donc je crois que c'est ça aussi l'appel vraiment de cet événement que nous organisons et l'appel que ce livre-là lance à la fois aux plus jeunes et peut-être à des spécialistes du cinéma à l'occasion de ce 50e anniversaire du FESPACO. À travers ce livre, la Fondation veut faire découvrir les visages et les profils de ces héroïnes et héros du panafricanisme. La présentation du livre sera associée à une exposition iconographique. Les deux activités se dérouleront sur le site du Musée national durant toute la durée du FESPACO. Et l'épisode du jour de notre feuilleton FESPACO aborde ce soir la question de l'avènement du numérique qui a changé le visage du cinéma africain et du reste du monde. Aujourd'hui, les réalisateurs utilisent divers outils numériques pendant le tournage des films. Comment les acteurs du monde du cinéma apprécient-ils l'avènement du numérique dans leur univers? Élément de réponse dans ce dossier de Siedi Laréenne et Omar Sombri. Première prise. Le numérique, une technologie qui chamboule le monde du cinéma. Avec l'apparition des caméras dernière génération avec carte mémoire et autres supports similaires, existent alors les caméras ancestrales à pellicule. Des caméras nouvelle génération qui offrent un boulevard d'opportunités. Aujourd'hui, le numérique a permis que le cinéma soit un peu démocratisé. Tout le monde fait son cinéma et moi je pense que pour nous Africains, on peut que profiter de cette réalité aujourd'hui qui peut nous permettre de faire beaucoup de films. Le réalisateur et producteur Armel Savadogo, lui, a connu les deux technologies, la pellicule et les cartes mémoire. Pour lui, il est encore difficile de faire un choix entre les technologies car chacune d'elles possède des qualités mais aussi des défauts. En numérique, on peut avoir le cadre, on a le retour vidéo et on sait exactement ce que le cadreur a fait comme image et on peut facilement corriger selon ses propres désirs. Alors que en pellicule, je devais forcément faire confiance à celui qui était au cadre. Le numérique s'est imposé en espace d'une décennie d'existence. Tout le microcosme du cinéma est en pleine mutation. Après le mode de production, la distribution s'est invitée dans la danse avec Netflix. Netflix
si avant on devait s'attendre à aller dans une discothèque ou dans une salle de ciné pour vendre nos films, et qu'aujourd'hui à travers Internet on a la possibilité de faire voir nos films à travers le monde entier, parce qu'avec Internet c'est pas limité. Je pense que c'est un avantage. Maintenant, il va falloir que à l'interne nos pays essaient de travailler à ce que nous, cinéastes, nous puissions profiter autant que dans les autres pays, parce que pour le moment, il y a le problème de la fluidité de la connexion Internet. En attendant une nouvelle invention ou innovation, les cinéastes comptent bien conjuguer le cinéma au présent en profitant tout simplement du numérique. Un mot de l'actualité à l'étranger pour clore cette édition. L'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016 refait surface. Des soupçons de mensonges pèsent sérieusement sur l'ex-directeur de campagne de Donald Trump. La sanction pourrait encore s'alourdir pour Paul Manafort dans l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Ce mercredi, un tribunal fédéral a estimé que l'ex-directeur de campagne de Donald Trump avait menti intentionnellement au FBI. L'ancien lobbyiste aurait ainsi violé l'accord de plaider coupable dans lequel il avait notamment admis avoir cherché à dissimuler des communications avec l'ambassadeur de Russie à Washington avant l'investiture de l'actuel président des États-Unis. Mais selon cette dernière décision, il aurait menti sur ses contacts en 2016 et l'année suivante avec Konstantin Kilimnik, un ancien associé lié au service de renseignement de Moscou, et sur un versement effectué à un cabinet d'avocats. Actuellement emprisonné près de Washington, Paul Manafort a été reconnu coupable de fraude fiscale et bancaire. L'accord de plaider coupable devait lui permettre d'écoper de 10 ans de prison maximum, mais désormais, les équipes du procureur spécial Robert Mueller n'ont plus à respecter ce plafond. C'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur la RTB, c'est à 22h30 avec Sanoua Christine Koulibaly. Très bonne fête de la Saint-Valentin aux amoureux et aux amoureuses, et surtout merci de votre fidélité à la RTB.